Bienvenue sur le podcast Les petits pas des grands entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier pour deux raisons. Premièrement, il s'agit du dernier épisode de cette saison. Je reviendrai en 2024 sous un autre format pour développer différentes thématiques. Et deuxièmement, il s'agit de l'épisode le plus long que j'ai enregistré, simplement car il clôture la saison et il me permet de mettre en avant les dénominateurs communs entre les différents entrepreneurs que vous avez entendus. Je vous laisse découvrir cet épisode dans lequel je m'entretiens avec Lucas Beguin. Êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage avec moi à la recherche d'informations et d'inspiration ? Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. We are expecting some turbulence. Thank you. Attention, la direction décline toute responsabilité en cas de changement de mindset. Aujourd'hui, je suis avec Lucas Beguin, serial entrepreneur bien connu en région liégeoise pour ses événements de networking, ou plutôt devrais-je dire ses événements de connexion et également de spectacles de stand-up et d'impro. En allant à la recherche d'informations sur tes différents profils, j'ai vu également que tu es fondateur de Grill Island. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Grill Island, qu'est-ce que c'est ? C'est drôle qu'on tourne ça ici aujourd'hui parce que je pense que dans le mois qui vient, on va officiellement revendre cette société. Donc c'est aussi une façon de la clôturer. L'histoire, elle est très simple, c'est en 2017. Mon meilleur ami vient me trouver un jour en me disant Lucas, j'ai un concept incroyable et je venais de me lancer comme indépendant depuis un an et je lui dis écoute, j'ai pas le temps, je donne plein de formations, etc. Puis il me montre la photo et c'est un bateau vraiment 8 personnes en rond avec un barbecue au milieu. Et tu peux te promener comme ça sur un lac. Et là, je dis, OK, on doit le faire. Et on s'est lancé comme ça, un peu comme des naïfs. On n'avait aucune connaissance dans le monde de l'Horeca. On ne connaissait aucun lac. On ne connaissait rien du tout. Et puis, on s'est dit, go, on va y aller. Et en fait, je l'ai créé à la base parce que ça faisait un an que, donc, comme je dis, que je me suis lancé comme indépendant. Et au début, j'étais formateur et consultant en réseaux sociaux. Donc, j'allais apprendre aux gens à utiliser, à communiquer, etc. Et en fait, la frustration, c'est que certains te payent très cher, mais ne t'écoutent pas. Et donc, je me suis dit, ça m'ennuie fortement d'aller donner des conseils où je vois que les gens ne les suivent pas. Alors après, c'est chouette, ça fait payer, voilà. Et je me suis dit, en fait, j'aimerais bien avoir mon propre projet où je vais pouvoir tester mes propres stratégies de communication. Et en fait, si ça marche, l'argent, finalement, me revient. Et donc, les résultats sont en fonction des efforts qui ont été fournis. Et c'est comme ça qu'en juin 2017, on a lancé Grill Island sur le lac de Robertville à Malmedy, près de Webb. Donc, il y a quand même un dénominateur commun avec toutes tes autres activités. Ça tourne encore autour de la connexion. Il y a ça, mais en fait, je pense que la communication et le marketing a été chaque fois l'élément pas commun qui m'a attiré, mais l'élément commun qui m'a permis de les développer. Ça, c'est quelque chose que j'explique souvent parce que des fois, je donne des formations à des ASBL et qui me disent « Ah ouais, mais non, on fait pas du marketing. Hein. » Et j'ai l'impression que c'est une insulte. C'est un gros mot, le marketing. Et je leur dis « Mais en fait, le marketing, c'est juste de ne pas être invisible, c'est de capter l'attention des bonnes personnes. » Et donc, en gros, je pense que ma connaissance du marketing m'a aidé, surtout dans des domaines comme l'Horeca, où il faut pas se le cacher, les restaurateurs, toutes ces personnes n'ont pas spécialement le temps de bien communiquer. Ici, récemment, et on en reparlera par la suite, mais le stand-up, tout ce genre de contenu où les gens, en fait, n'ont pas le marketing. Donc, je pense que le marketing est une compétence indispensable du moment où on se rend compte que c'est capter l'attention des bonnes personnes. Parce que si on capte pas l'attention, on est invisible et donc on n'est pas connu. Mais le vrai point commun de toutes ces sociétés, et ça, j'ai fait l'exercice il y a 2-3 ans pendant le Covid avec une coach qui s'appelle Delphine Sutor, peut-être que tu connais. Et son exercice à elle, c'est de t'aider à trouver le verbe qui décrit ta vie, entre guillemets. Je me rappelle plus exactement le résultat que j'ai eu avec elle, mais j'ai fait l'exercice pour moi et je me suis vraiment dit, mais quels sont mes verbes à moi qui m'aident à être excité, à avoir envie de lancer les trucs. Et en revenant en arrière, je remarque qu'il y a 3 verbes en fait. Il y a divertir, connecter, inspirer. Et en fait, en revenant vraiment en arrière et regardant tous les projets que j'ai faits, c'est ça le dénominateur commun. C'est soit ça divertit les gens, c'est-à-dire leur faire passer un bon moment, soit ça les inspire, c'est-à-dire les faire passer à l'action, soit alors c'est les connecter, donc créer des connexions. Et donc finalement, moi qui partais dans tous les sens à l'époque, maintenant tous mes projets, je réfléchis, est-ce que ça rentre par au moins 2 de ces verbes-là ? Et si c'est le cas, alors je fonce parce que je sais que c'est ce qui m'anime. Ok, et donc ça fait beaucoup d'entreprises, beaucoup de projets. Et comment est-ce que tu fais pour canaliser toutes ces activités ? C'est une très bonne question parce que j'y arrive pas toujours. Donc, j'ai plusieurs projets. Mais la difficulté que j'ai eue, c'est effectivement les gérer de front. Et quand on est tout seul, c'est pas toujours facile. Surtout qu'à force, avec les années, je me suis rendu compte de qui je suis vraiment. J'apprends à me connaître chaque fois. Et le mot même serial entrepreneur que tu le dis, il me fait tiquer parce que la réflexion que j'ai eue récemment, c'est je me demande si je suis vraiment même un entrepreneur. Alors après, ça va dépendre de la définition. Et c'est peut-être que ces derniers temps, la définition qu'on m'a donnée et que les gens m'ont essayé de peut-être m'intégrer dans le cerveau, c'était qu'un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise. Et en fait, je pense que cette définition ne me correspond pas. Je ne suis pas un bon chef d'entreprise, je ne serai pas un chef d'entreprise. Moi, ça m'ennuie de gérer une entreprise. Moi, ce que j'aime, c'est
La créativité, le lancement, c'est surprendre les gens avec un concept, ils vont se dire « Ah tiens, on n'y a pas pensé » ou « C'est juste ce qu'il fallait ». Je vais lancer l'idée, mais après, derrière, gérer sur du long terme, c'est compliqué. C'est pour ça que ma petite frustration dans mes entreprises, c'est que ça n'a jamais atteint le potentiel que ça aurait pu avoir. Parce qu'en fait, je suis vraiment comme le pilote d'avion qui lance l'avion. Mais une fois que je suis dans les airs, je ne sais plus rien faire. Je n'ai pas une structure. Je ne vais pas faire croire que j'ai une méthode pour gérer tout ça. Je suis encore dans le rush très souvent. Moi, je travaille au rush. Je vis à la deadline de dernière minute. J'essaye maintenant de me dire, OK, comme je sais qui je suis, je vais m'entourer de personnes qui complètent ça. Et en fait, même maintenant, tu vois, on s'est rencontrés à un événement que j'organise. Pour la plupart des gens, je suis un organisateur de soirée. Je déteste organiser une soirée. Je déteste faire ça. Je suis mauvais là-dedans. Faire de la relance, du suivi, de la communication, de la stratégie de com. Alors, j'adore communiquer, mais je déteste devoir prévoir tout ça. Tu vois, ce côté très structuré. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, ce que j'aimais, c'est l'animation. Donc, c'est la partie finalement où, quand on est à l'événement, je dois l'animer, que ce soit les soirées de stand-up, que ce soit les conférences que je donne, les formations. Et donc là, l'idée maintenant, c'est de m'entourer de personnes qui complètent ça. J'ai rencontré, je vais dire un petit jeune, mais c'est parce qu'il a 25 ans, moi j'en ai 32, qui lui veut organiser des events. Et donc finalement, aujourd'hui, j'essaye de me débrouiller tout seul. Je peux y arriver, mais je pense, comme on me l'a dit récemment, c'est que j'atteins un plafond de verre et qu'il manque cette petite impulsion qui va me faire peut-être passer au niveau supérieur grâce alors à des personnes qui vont pouvoir compléter ça. Et tu as lancé ta première entreprise à quel âge en fait? Il y a combien de temps? Historiquement, c'est comme la question comment as-tu gagné ton premier euro dont on avait discuté au repas. J'ai organisé des soirées électro. J'étais ici à Saint-Servais à l'école et chaque année il y a la Fancifère où il y a un concert rock. Et je me rappelle qu'on est en 2008, je dirais 2008. Ou 2007, je sais plus. Et moi, je n'aime pas trop le rock à ce moment-là. Il y a les soirées formatées, il y a les soirées I Love Techno, etc. Et j'aime vraiment la musique électronique. Et ce jour-là, le jour où il y a le concert rock organisé à l'école, j'organise une contre-soirée dans le Carré à Liège, une soirée électro. Et donc ça a été mon premier petit business. Sinon, moi, je viens du monde de la natation. J'étais nageur de haut niveau à l'époque. Donc ça aurait pu être mon métier. Ça aurait pu être ma première entreprise parce qu'il fallait se gérer. Bon, j'avais la chance d'avoir des parents qui me conduisaient aux entraînements et tout. Donc j'étais quand même bien entouré. Mais officiellement, la première activité que j'ai lancé, c'était en 2016 où je me suis lancé indépendant du jour au lendemain. Pas par choix, c'est juste que personne ne voulait m'engager comme j'avais pas fini mes études. Et donc, comme j'avais pas de diplôme, je me suis dit si personne veut t'engager, autant t'engager toi-même. Et là, je retombe 4 ans plus tard sur un formateur qui était venu donner cours et qui nous a expliqué comment utiliser LinkedIn. Pourquoi est-ce qu'un étudiant devrait utiliser LinkedIn? Et ce jour-là, alors que d'habitude je suis dans le fond de la classe et j'écoute pas, je dors parce que c'est un vendredi matin et qu'on est sorti le soir avant, je l'écoute et je le rajoute. Et puis en fait, on garde un peu contact, mais de manière très à distance. Je suis curieux, donc j'aime bien LinkedIn. Dès que je rencontre quelqu'un, je les rajoute dessus. Et 4 ans plus tard, quand on se croise, moi je suis au chômage et lui me dit tiens, t'as l'air de t'y connaître en réseaux sociaux. Moi je cherche des formateurs à les placer chez des clients. Donc j'ai les clients, mais j'ai pas le temps d'aller partout. Donc est-ce que ça te tente? Il faut juste que tu sois indépendant. Et c'est comme ça qu'en 2016, le 8 mai 2016, je pense officiellement, je me suis lancé à 100% indépendant. Mais sinon, entre-temps, j'avais lancé des petits trucs, mais qui n'étaient pas lucratifs, quoi. Et j'avais lancé une agence 300% avec Marine Serra, qui était ma maître de stage à l'époque. Et puis, on a lancé donc cette boîte de relations publiques positives. On voulait vraiment instaurer le positif. Il y a le réseau des jeunes entrepreneurs aussi, qui était pour le fun. Que j'ai toujours, et je pense qu'il n'y a jamais de projet qui peut s'arrêter, mais il y a toujours des timings. Et je crois que le réseau des jeunes entrepreneurs, avec ce que j'organise pour le moment dans la connexion, je pense qu'il fait sens. Et donc, il reviendra probablement. Et maintenant, à l'heure actuelle, tu es sur quoi comme projet? Tu as quelle entreprise? Alors, le nom de l'entreprise, je suis toujours en train de réfléchir comment est-ce que je gère plusieurs projets, plusieurs events en essayant de trouver un chapeau commun. Pourquoi? Parce que le chapeau commun, donc le point central qui fait sens, c'est-à-dire que tout ce que je vais faire va nourrir aussi les autres. Là, aujourd'hui, mon chiffre d'affaires, il se divise en 2 parties. Il y a la partie événementielle, comme l'événement auquel tu as participé. Donc là, j'organise 2 types d'événements. Il y a les événements de divertissement. Donc ça, j'ai créé un concept qui s'appelle Lucas & Friends, mais qui fait partie toujours de ça. C'est juste une marque que j'ai créée par-dessus, où là, j'organise des soirées de stand-up, d'impro. Mon but, in fine, c'est de devenir la référence dans le divertissement. Donc c'est vraiment le côté divertissement 360. J'ai commencé avec le stand-up parce qu'en fait, c'était la mode. J'ai surfé sur la vague, mais je veux l'ouvrir à beaucoup plus que ça. Il y a les événements de connexion. Donc là, c'est du networking. J'aime pas trop ce terme, mais c'est vraiment... c'est que les gens puissent se rencontrer d'une autre manière. Et en fait, de ça... moi, j'avais toute la partie consultance, formateur, conférence. Je me suis rendu compte que dans mes events, il y avait ce côté où les gens n'arrivent plus à se parler. Donc aujourd'hui, je donne beaucoup de conférences, de formation ou d'animation via l'art de la conversation. Donc c'est comment se créer des contacts, comment créer des connexions. Donc voilà comment ça se répartit aujourd'hui. Et donc le chapeau à la base s'appelle Business Mixology, le concept que j'avais créé, mais il pourrait très bien s'appeler Lucas Beguin. Je ne sais pas encore, là je suis en train de réfléchir un peu à comment mettre tout ça en pied, puisque dans 4-5 mois je pars vivre à Los Angeles et mon but c'est de développer ça là-bas, donc il faut que ce soit clair quand j'arrive. Mais là aujourd'hui il n'y a
pas une clarté. Et quand tu dis que tu pars vivre à Los Angeles, tu comptes t'installer là-bas définitivement? Je n'en sais rien. Je sais pas où je suis dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. En tout cas, là, je sens que ça m'appelle. Je sens que j'ai besoin d'aller goûter un peu à l'inspiration américaine parce que moi, je suis bercé par l'Amérique depuis toujours. J'ai des fois l'impression que la Belgique étouffe un peu les ambitions des personnes. Donc là, je pars en tout cas comme visa touriste puisque c'est le premier. C'est 3 mois où je peux pas travailler là-bas. Mais mon but, c'est d'aller rencontrer des personnes. J'ai déjà commencé ça ici. Pas à créer mon réseau parce qu'il existe là-bas, mais en tout cas à prendre conscience. Je reviendrai, mais mon but, oui, c'est d'avoir un visa beaucoup plus long par la suite, quoi. Dis-moi, Lucas, quel a été le premier petit pas qui t'a permis d'atteindre tes objectifs? C'est une très bonne question. En gros, je pense que ce que j'ai réussi à développer au cours du temps, c'est de m'en foutre de l'avis des gens, mais dans le sens de suivre mon intuition. C'est-à-dire que j'écoute ce que les gens disent, etc., mais je m'en fous dans le sens où beaucoup vont bloquer et créer des problèmes là où il n'y en a pas. Et donc, ce que j'ai essayé d'entraîner mon cerveau, c'est à passer à l'action sans réfléchir. Créer une première petite étape, un premier pas en avant, quelque chose qui est très facilement réalisable, mais qui va me lancer dans l'action. Une impulsion. Une impulsion. Je vais te donner un exemple. J'organise maintenant des galas de stand-up, donc dans la grande salle de bal juste ici au-dessus où nous sommes, c'est 250 personnes. Et jusque-là, je n'avais fait que des événements à 50, 60 personnes. Et donc, on est quand là 2023, donc en juin de l'année passée, je me dis, il faudrait que je fasse un gala à la rentrée. Et bien là, je ne suis pas passé à l'action directement et donc je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai commencé à me raconter des histoires qui n'étaient pas les bonnes. Et puis je me suis dit, ok, là pour mon anniv, je dois le faire. En fait, les premières étapes, c'est quoi? C'est bloquer la date, le lieu. On bloque quelque chose et puis en fait, on apprend à le faire par la suite. Et donc maintenant, j'essaye toujours de faire ça. C'est-à-dire que moi, dans mes lancements de projets, je suis toujours en mode un peu start-up, donc ce qu'on appelle le MVP. C'est je lance le minimum possible et puis j'améliore en cours de route. Et donc je teste, je vois s'il y a un résultat, je vois si ça, on titille quelque chose et puis je vais améliorer au fur et à mesure pour développer l'activité. Alors que certains, des fois, ont ce côté un peu perfectionniste. Moi, je dis, il n'y a pas vraiment de perfectionniste. Je crois qu'il y a des gens qui ont peur du regard des autres. Et ce côté perfectionniste, j'essaye de le combattre parce qu'en fait, la perfection, elle ne sera jamais là. Notre cerveau n'est pas toujours notre ami et donc il va nous surcréer des problèmes. Dire, ouais, mais t'as pensé à ça. Et même des fois, des problèmes de sabotage, de succès. C'est-à-dire, ouais, 250 personnes, comment est-ce qu'on va les gérer? Et qu'est-ce qui se passe si? Et en fait, voilà. Donc, j'essaye. Moi, mon premier pas, c'est toujours et je dis toujours aux gens, c'est faites une première action qui va un peu vous lancer. C'est comme quand tu sautes en parachute, c'est de monter dans l'avion, le premier truc. Ou alors, c'est même, on va aller avant, c'est réserver ton vol. Et ça, par exemple, là, si je me dis, tiens, demain, j'ai envie de sauter en parachute, la première chose que je vais faire, essayer de sans réfléchir, c'est réserver. Parce qu'une fois que tu es là, t'avances et tu te sens obligé d'avancer, quoi. Mais c'est vrai que le cerveau, et je suis encore victime de ça de temps en temps, c'est je surréfléchis. Ça me fait procrastiner parce que j'imagine tous les scénarios possibles et des fois, les scénarios me font peur. Des fois, les scénarios, je dis, peut-être pas, et si, alors que... J'étais dans une passe ici un peu de down ces derniers mois parce que séparation, donc ça casse un peu les habitudes de vie. Niveau boulot, j'étais un peu perdu, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et j'étais accompagné de quelqu'un et je me suis rendu compte que je me reposais trop sur l'autre personne et sur l'avis de cette personne qui, encore une fois, n'a rien fait de mal, mais c'était pas qui je suis. Il voulait me faire devenir quelqu'un que je n'étais pas. Et ça, je suis d'accord qu'il faut évoluer. C'est-à-dire qu'on peut pas juste dire je suis quelqu'un qui procrastine, qui suis paresseux. Non, faut évoluer. Et depuis que je me suis retrouvé tout seul, en fait, je me rends compte que je vais à l'intuition. Je ne demande plus l'avis d'un autre, je fonce et en fait, ça fonctionne. Ça fonctionne. Pour le moment, je disais justement hier à un pote, je check un peu tous les projets que j'ai maintenant à Los Angeles. Je les check. Alors, ils sont pas comme je les imaginais absolument, mais en tout cas, je check la liste. Le spectacle d'impro, par exemple, ça fait 3 mois que j'étais dit, on va en faire un. Et j'ai mis en place les actions. C'est contacter les autres improvisateurs pour leur dire, voilà, moi, ça fait pas autant de temps que vous que je fais de l'impro, mais je sens qu'il y a un concept. Et donc, petite étape par petite étape, là, on doit remplir 200 places pour le 27 octobre aussi. Donc c'est un peu un petit challenge. Si on le fait pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, je pense que se mettre cet objectif, par exemple, de 200 places à remplir, nous fera de toute façon aller plus loin que d'avoir un objectif qui aurait été trop raisonnable. Dire, une petite salle de 50 personnes, on peut le faire facilement. Ouais, mais c'est pas excitant, comme. Et tu avais une vision avant de commencer? Alors, ma famille dira toujours ça en rigolant, mais à l'époque, je disais toujours, j'ai envie d'être millionnaire à 30 ans, ce qui n'est pas le cas. Mais ils comprenaient pas, ils disaient on s'en fout de l'argent. Et je dis en fait, mais je m'en fous de l'argent aussi. C'est pas je veux pas 1 million sur mon compte. Ce que je veux, c'est le chemin pour y arriver. Et en fait, j'ai eu beaucoup d'évolution dans ma vie et dans ma personnalité. C'est-à-dire que j'étais fort arrogant au début. Arrogant dans le sens où les autres ils comprennent pas, moi j'ai compris, c'est comme ça. Et donc j'étais très fermé. Et puis de plus en plus, je me suis ouvert aux autres, aux connexions, c'est les conversations qui aident à ça. Une vision, j'en ai une. C'est-à-dire que je sais. Alors ça peut paraître arrogant. Et je voyais justement une vidéo de Thierry Henry, qui est un joueur de foot à qui on demandait. C'est vrai que tu as souvent été vu comme arrogant. Mais il disait non, c'est parce que quand je sais que je suis bon dans quelque chose et que je le dis, certains voient ça comme de l'arrogance. Je sais que ce que je crée fonctionne. C'est-à-dire qu'en tout cas, je touche quelque chose à chaque fois. Pour moi, en fait, valider un projet, c'est quand quelqu'un paye pour venir. Moi, je fais pas des études de marché ou des choses comme ça parce que c'est tellement facile. Tu sais, t'as quelqu'un qui vient, est-ce que si je proposais ça, tu viendrais? Moi, mes barbecues flottants, je peux dire que tous mes potes m'ont dit idée géniale. Combien sont venus?
Donc je me rabats pas là-dessus. Ma vision, elle est quoi ? Elle est qu'en fait, j'ai envie de mettre en lumière beaucoup de personnes. Un peu comme tu fais dans ce podcast, mais j'aime bien être dans la lumière. Et je me suis toujours dit, j'ai pas spécialement de talent. Et en gros, c'est comme ça qu'est venue l'idée des sommets que j'avais fait en ligne, l'idée de créer un late show. Ça, c'est mon objectif final, c'est d'avoir mon émission. En fait, tu peux être dans la lumière, mais en mettant les autres dans la lumière. Et donc, ma vision sur le long terme, c'est que je me vois... Alors, j'utilise un mot que les gens n'aiment pas, mais je me vois créer un empire. C'est pas l'empire romain qui va détruire tout ce qu'il y a sur son passage. C'est un empire, et je crois que c'est un Américain qui dit ça, c'est Gary Vaynerchuk, que moi j'adore, il dit c'est un empire de miel. C'est-à-dire que c'est parce que je sais que ce que je touche va avoir du potentiel, je le sens au fond de moi, et ça, c'est encore une fois, je peux me tromper, mais je suis ok. Je sens que ça va impacter des gens, et en fait, ça va pouvoir devenir un empire dans la taille et dans l'exposition que ça va pouvoir avoir, dans l'impact que ça va pouvoir avoir. Et donc, comme je suis quelqu'un qui change aussi vite de domaine, je me vois créer un empire qui va être commun, mais qui va avoir des branches différentes. J'adore tourner du contenu digital. Je sens qu'à un moment donné, il y aura une agence digitale de créa de contenu, mais tout sera autour d'un chapeau commun, quoi. Mais la vision, je change tellement, j'évolue, je ne sais pas où je suis dans 5 ans. Et donc, je sais juste que quand tu te forces à faire ce que tu aimes, que tu le fais pour toi et pas pour les autres, ça ne peut que fonctionner, ça ne peut que marcher. Que d'essayer de créer, tu vois, ceux qui créent quelque chose juste pour l'argent, par exemple, ça, tu sais que ça fera peut-être de l'argent. Mais tu sais qu'à un moment donné, il y aura soit on n'est plus OK avec ça, ou en fait, on se rend compte que l'argent, c'est rien, parce que tu te confrontes à des fois la famille malade ou des choses comme ça, ou perdre des proches, tu te rends compte qu'en fait, l'argent n'a strictement rien à voir là-dedans. Donc, je pense que c'est vraiment écouter au fond de soi. Et donc, moi, ma vision, c'est ça. Et c'est finalement mon objectif final, c'est de vivre avec les contraintes que je suis prêt à accepter. C'est-à-dire que dans l'instant T, je veux ne plus pouvoir être contraint de faire quelque chose sans être OK avec ça. Et donc aujourd'hui, certes, on me demande toujours, tu dois gagner beaucoup avec tout ce que tu lances. Non, j'ai une stabilité financière qui est proche du néant, c'est-à-dire que c'est des hauts, c'est des bas, mais je suis OK avec cette situation parce qu'en fait, au jour le jour, je suis OK de faire ce que je veux. Et je pense qu'en faisant ça, ça me fait dans une énergie beaucoup plus forte dans ce que je fais, c'est ce qui fait que ça peut impacter beaucoup plus et avoir beaucoup plus de résultats, tu vois, que quelqu'un qui se bloque peut-être dans des contraintes qu'il n'aime pas. Donc mon objectif, moi, c'est au-delà de la vision, parce que tu me dis ça, mais ma vision, en tout cas personnelle, alors du coup, c'est de kiffer ce que je fais. Toujours, et c'est de se dire, je veux pas vivre avec un regret plus tard. Et donc, je vais tester quelque chose. Tu vois, le spectacle d'impro, je n'ai jamais fait de spectacle d'impro. Donc là, je me lance directement dans un challenge fou. Et les gens vont dire, ouais, mais t'as pas peur que ça se passe mal ? Ben moi, je le saurai sur scène. Parce que c'est surtout sur scène que le public va te dire si c'est bien ou pas. Et c'est surtout là où je vais ressentir et me dire des fois, est-ce que c'était bien ou pas ? Juste une petite parenthèse par rapport à ça. Beaucoup de personnes, vers leur fin de vie, ont des regrets. Ce qu'on peut dire est logique. Mais dans la tête, c'est souvent, tiens, j'aurais dû peut-être à l'époque me mettre avec cette personne-là, tu vois. On a eu un coup de cœur et on s'est pas mis avec. Ou j'aurais dû lancer ce projet-là, ou j'aurais dû dire ça. Et en fait, je pense que ces personnes-là, si on revient les années avant et qu'elles avaient essayé, peut-être que si elles étaient parties avec ce mec-là, ça aurait peut-être duré que 3 mois. Et elles auraient su par elles-mêmes que c'est pas ça qu'il fallait. Mais là, elles vivent d'un regret qui finalement est un fantasme. Et je n'ai pas envie d'arriver à ça. Je veux arriver à un regret où je serai conscient de ce regret qui dit, je l'ai testé, etc., etc. Et donc finalement, c'est plus vivre de remords que de regrets. Et ça, c'est ma vision. C'est je veux, dans tout ce que je fais, que ce soit ça. Et je veux inspirer ça aux gens, c'est de dire, vivez votre vie, quoi. T'es pas heureux, change. Ça, c'est la phrase que j'adore répéter. Alors, c'est facile à dire, hein, on est bien d'accord, mais change, quoi. J'entendais encore quelqu'un me dire, ouais, les impôts en Belgique, le système. À part. Soit tu acceptes les règles du jeu, alors on peut se dire que c'est pas juste, c'est pas honnête, mais c'est pas en se plaignant, t'as aucun pouvoir. Hein. C'est pas en venant te plaindre que tu vas changer quoi que ce soit. C'est vraiment ça mon objectif, moi, de me dire, ok, bah là, je me plains un peu de la mentalité belge, bah je pars. Je pars découvrir, et ça se trouve là-bas, je me rends compte qu'en fait, Dieu, il faut que je revienne en Belgique parce que ils sont fous là-bas, quoi. Donc, c'est un peu ça. Expérimenter et fonctionner avec tes valeurs, aspirer, divertir, connecter, dont tu me parlais tout à l'heure. C'est ça, ouais. Je pense que c'est ça un peu le... Bah, je vais pas dire le secret, parce que tout le monde s'attend à un secret, hein. Les gens rêvent pour un secret, mais en fait, la vérité, c'est qu'il n'y en a pas. Je pense que c'est comme ça qu'on évolue exponentiellement aussi, c'est à force de tester tellement de trucs. Et je pense que c'est en testant des choses que tu n'aimes pas que tu te rends compte que ce que tu vas aimer. Parce que quand tu fais ce que tu aimes, bah, tu te rends pas compte, parce que c'est naturel et tu aimes ça. Et donc moi, je me force maintenant à tester dès que j'ai une idée. Par exemple, il y a des années, je rêvais d'avoir une agence de com, j'en ai eu une, on a eu 2 employés, j'ai détesté l'expérience. J'adorais, hein, le côté équipe, mais je devenais un manager. Bah, en fait, on a arrêté ça après 2 ans, bah, moi je le sais. Et là, je ne vivrai pas avec le regret de me dire, tiens, si j'avais lancé ma boîte, etc., quoi. Donc, comme tout le monde, j'imagine que tu rencontres des défis ou que tu as rencontré des défis. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as fait pour les surmonter ou comment est-ce que tu fais pour les surmonter. Je suis ce qu'on appelle un éternel optimiste. Alors, c'est pas que je suis positif à 100%, c'est-à-dire que je ne cache pas ce qui va pas, mais l'optimiste, c'est qui sait que ça va aller vers un mieux par la suite. Et en gros, un optimiste, c'est aussi quelqu'un qui fait que dès qu'il y a une petite victoire, ça, même aussi petite soit-elle, ça supprime tout le reste. Donc, on me demande un peu de revenir en arrière et de penser aux défis, il y en a eu toujours. Il y en a eu. Mais je suis incapable de te les partager. Le plus gros, c'est notre cerveau. Hein. Ça, c'est le plus gros des défis. C'est le cerveau qui, par protection, quand tu sors de ta zone de confort, par définition, c'est dangereux. Et donc, le cerveau n'aime pas que tu sois en danger, te protège. Donc, c'est mon cerveau, mon pire ennemi, je pense. Parce que si je le laisse partir dans ses pensées, justement pessimistes, là, pour le coup, ça m'empêche de faire des choses et de passer à côté de certains trucs. J'aime pas, en fait, parler de challenge ou de défis qui sont extérieurs à moi parce qu'on n'a pas le contrôle de ça. Mon plus gros défi, donc, ça a été la peur du jugement.
Donc ne pas faire quelque chose parce que j'avais peur de ce qu'on allait dire. Le syndrome de l'imposteur, classique, tout le monde a, de se dire qui suis-je pour en fait faire ça. Après, des fois peut-être le manque de force mentale, même si je la travaille, et ça se travaille, hein, c'est un muscle. Mais par exemple, quand j'étais nageur de haut niveau, le mental était au top, quoi. On nous avait entraînés. Et des fois, j'ai l'impression que j'ai perdu ça et des fois, j'ai peur de me faire un peu mal. Alors pas mal par rapport à l'échec, mais mal de me dire, il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Ça, des fois, c'est plutôt la flemme. Et ça, finalement, mon défi, c'est de combattre la flemme de ouais, finalement, j'ai envie d'arriver à ça, mais est-ce que j'ai envie chaque fois de faire toutes les étapes pour y arriver? Ça, des fois, c'est un peu plus en tout cas, je tombe vite dans le je vais faire autre chose et procrastiner, quoi. Et c'est quoi ta manière de faire? Bon, c'est peut-être pas une recette miracle, mais comment est-ce que tu fais, toi? En tout cas, le syndrome de l'imposteur, c'est toujours de me dire qu'en fait, j'ai le syndrome de l'imposteur parce que je me compare à des gens plus hauts que moi. C'est-à-dire que sur Terre, il y a deux types de personnes par rapport à vous. Il y a ceux qui maîtrisent mieux que vous et ceux qui maîtrisent moins bien que vous. Et en fait, la plupart, quand on se lance dans un projet, on compare toujours à ceux qu'on voit ou qui ont mieux fait, etc. Et donc, clairement, ça crée le « qui suis-je, moi, par rapport à eux ?» C'est comme, tu vois, ceux qui lancent des vidéos sur YouTube et qui se comparent à des YouTubeurs qui font ça depuis 20 ans. Clairement, là, tu auras l'impression d'être un imposteur, de dire t'as pas ta place. Mais à côté de ça, tu as ceux qui sont beaucoup moins avancés que toi. Et c'est à ça que j'essaye de me concentrer, c'est de me dire, je m'inspire de ceux au-dessus en me disant, ils l'ont fait, il y a quelque chose, mais je n'essaye pas de me comparer à eux. Parce qu'il y a aussi une autre chose, c'est qu'on est tous différents. Et donc, c'est un exercice que je faisais souvent à l'époque. Ceux qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire dans la vie ou comment est-ce qu'ils pourraient être différents, donc dans le positionnement, c'est quel est ton avantage injuste. Et donc ton avantage injuste, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui fait que tes concurrents, même si je déteste le terme concurrence parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais qu'est-ce qui fait que tes concurrents pourraient dire, lui il a de la chance, il a 3 petits points. Et en fait cet avantage injuste, c'est ce que je vais essayer de mettre dans mes activités pour qu'elles soient différentes d'une certaine manière. Parce qu'en fait, que ce soit toi, moi ou les autres, nos produits, nos services, on fait rien d'extraordinaire. Alors on peut être très bon dans ce qu'on fait, mais je veux dire, il y a d'autres personnes qui sont aussi bonnes que ça. Ce qui va te différencier, la seule chose qui te différencie des autres, c'est toi-même. C'est la façon dont tu vas avoir une vision par rapport au projet, par rapport à l'expérience que tu as eue, par rapport aux valeurs que tu veux transmettre, par rapport aux connaissances que tu as, par rapport aux compétences que tu as, par rapport au réseau que tu as. Tout ça, c'est ce qui te permet d'être différent. Quand je suis face à un syndrome de l'imposteur, j'essaye d'aller rechercher justement dans ces forces-là, qu'est-ce qui, moi, fera la différence. Prends l'exemple, là, très concret, on va faire un spectacle d'impro, on ne sera pas les meilleurs improvisateurs, on ne sera pas les meilleurs sur scène, mais on arrive avec un concept et un marketing qui va être un peu différent de ce qui a été fait. Et surtout, on va s'amuser sur scène. C'est ça le but. Et donc, en fait, je me compare pas aux autres parce que je sais qu'il y aura toujours meilleur que moi. Et donc ça me permet de contrer un peu le syndrome de l'imposteur et de se dire, en fait, j'ai des choses. Et c'est un exercice aussi que chacun peut faire. C'est quand on a ce syndrome de l'imposteur, de dire, est-ce que je suis assez bon pour faire ça? Prenez une feuille de papier et faites un peu le listing de tous les petits succès, les petits projets, tout ce que vous avez mené depuis ce moment-là. J'ai fait cet exercice en 2021 pendant le Covid où j'ai refait ma rétrospective de mes 10 dernières années. Et je l'ai fait sur un post Facebook. Après, je l'avais fait pour moi, puis je me suis dit, ça peut peut-être servir. Et j'ai fait, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, j'en ai fait des trucs. Et donc, c'est logique qu'aujourd'hui, soit je sois plus cher que ceux qui se lancent aujourd'hui ou que je sois à l'aise avec le fait de proposer ce que je propose, etc. Parce qu'en fait, il y a des choses derrière. Pour contrer le jugement des autres, ça c'est impossible. Je le vis toujours avec, notamment dans les soirées de networking, ce que j'explique souvent parce qu'on me dit tu connais tout le monde, c'est facile, t'es à l'aise à parler avec les gens. Je suis, et je dis pas ça juste pour faire genre timide. Alors, c'est peut-être pas de la timidité, mais en tout cas, mon cerveau, quand je vais rencontrer un inconnu pour la première fois, qui va me dire mon cerveau, c'est cette personne ne t'aime pas. Alors, est-ce que ça vient d'un trauma passé? Je n'en ai aucune idée, mais. Et en fait, je me rendais compte qu'à l'époque, je buvais un peu à des soirées de networking, et donc c'était pour un peu me détendre. Moi, j'ai arrêté totalement l'alcool, ça va faire plus de 6-7 mois, parce que je voulais justement arriver à cette sensation que m'apporte l'alcool, mais sans boire. Et je me dis, si l'alcool m'y aide d'y arriver, c'est qu'en fait, mon cerveau est OK, que ça arrive, mais j'ai pas besoin de ce stimulant qui moi, ne m'intéresse plus. Et en fait, ce que j'essaye, c'est de ne plus juger, c'est d'être curieux. Donc en fait, au lieu de partir du principe que cette personne ne m'aime pas, limite l'exercice que je me donne dans la tête, c'est je vais aller challenger ça pour être sûr qu'elle ne m'aime pas. Et au moins, je vais être convaincu qu'elle ne m'aime pas. Donc en fait, simplement, je vais aller parler et on se rend compte que des fois, on a l'impression que les gens nous jugent, sont froids, sont distants, mais en fait, c'est leur propre trauma à eux parce que soit ils sont pas à l'aise d'être là où ils sont, soit ils sont pas épanouis dans leur vie, soit il y a plein de raisons, ils ont passé une mauvaise journée tout simplement. Et donc en fait, souvent, on a tendance à juger ce qui se passe de l'extérieur, d'imaginer toujours le pire et on essaie de combattre ça. Et c'est aussi se concentrer sur le positif. Je te donne un autre exemple. Quand j'ai commencé à animer les soirées de stand-up, je me concentrais sur la personne qui rigolait pas. Il y avait 49 qui rigolaient, une qui rigolait pas et j'étais là, mais pourquoi dans ma tête, en train de parler, pourquoi est-ce qu'elle rigole pas? Et donc, tu te crées un truc où tu essayes de faire rire cette personne et qui va finalement être un flop. Et en fait, concentre-toi sur les 49 autres qui rigolent. Parce qu'en fait, il y a une chance sur deux qu'à la fin du spectacle, cette personne qui n'a pas rigolé vienne te dire c'était génial. C'est juste qu'en fait, elle n'est pas expressive. Donc souvent, c'est ça aussi la peur du jugement, c'est qu'on pense à la place des autres. Et des fois, il faut laisser. Et puis si cette personne n'aime pas, moi c'est clair. Il n'y a pas à essayer de lui plaire. Elle m'aime pas et c'est OK, voilà quoi. Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir été sportif de haut niveau t'a apporté un avantage en particulier? Beaucoup de similitudes entre le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat. Les 3 que j'avais soulignés, le premier, c'était que, en tout cas en natation, c'était d'apprendre à donner de l'effort, mais sans se brûler.
C'est-à-dire que nous, on nageait entre 5 et 10 km par entraînement. Il y avait des moments où on nageait 2 fois par jour, donc c'était 10 fois semaine. Mais il fallait être en forme pour la compète du week-end. Donc, il fallait savoir donner une intensité dans l'entraînement, mais sans non plus arriver mort cramé à la compétition. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui partent dans tous les sens et qui se brûlent. C'est-à-dire, ils brûlent leur énergie, etc. La deuxième chose que la natation, en tout cas le sport de haut niveau, c'est la force mentale. C'est la force aussi de ne pas voir l'échec comme un échec, mais de se dire, OK, j'ai un objectif, je ne l'ai pas atteint. Au lieu de me plaindre et de râler, ah, j'ai raté, il faut que j'arrête, en fait, c'est dire non, OK, comment est-ce que la prochaine fois, dès que tu sors de l'eau, en fait, tu avais ton coach qui venait, qui disait, OK, là, ça, et ça n'a pas été. Comment tu t'es senti? Donc, il y avait directement un débriefing qui faisait, OK, l'entraînement, on va travailler là-dessus et donc on va avancer. Et la dernière chose, c'est la précision, c'est l'évolution constante, en fait, c'est améliorer notre technique. Donc, nous, on faisait des virages, ce qu'on appelle les coulées. Comment est-ce qu'on peut aller plus vite? Est-ce que si on teste quelque chose? Donc c'est vraiment de l'essai-erreur aussi. Et on avait un objectif global sur le long terme qui faisait qu'en fait, toutes ces compètes nous emmenaient vers l'objectif. Et ça, je fais souvent la comparaison, c'est qu'en fait, on a ce qu'on appelle notre big picture, en tout cas, ce que tu me demandais tout à l'heure, c'est quoi ton objectif? Et en fait, tout ce que je crée aujourd'hui n'est qu'une étape pour atteindre ça. S'il y a une des étapes que j'ai ratées, il y aura souvent une autre marche qui me permettra d'y accéder. Donc ouais, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Ce qui me rend triste un peu, c'est que je l'ai arrêté du jour au lendemain à l'époque, parce qu'en fait, je faisais ça jusqu'à mes 16-17 ans, donc commence un peu la crise d'adolescence. Puis j'ai perdu mon papa à ce moment-là, avec qui j'allais beaucoup à la natation, et donc tout ça mis l'un dans l'autre, ça m'a fait un peu arrêter, mais j'ai arrêté du jour au lendemain. J'étais fit, j'étais musclé, même mentalement, tu sors d'un entraînement qui a été dur, tu es épuisé, mais épuisé positivement. Et donc, ça aide aussi. Et puis, comme j'ai arrêté du jour au lendemain, j'ai découvert les sorties. Je suis devenu DJ, j'organisais des soirées et tout. Donc, qui dit DJ dit mixer tard. Qui dit mixer tard dit il faut se réveiller, donc un peu d'alcool. Qui dit un peu d'alcool dit que quand tu as fini de mixer, tu as faim. Et qu'est-ce qui est ouvert à ce heure-là? Donc, j'ai pris énormément de poids sur les années qui ont suivi. Et je me rends compte que maintenant où j'ai reperdu, je me suis dit, OK, c'est le moment de faire attention à moi. Mais je trouve que la santé est importante, qu'elle soit mentale. Depuis qu'en fait, j'ai perdu ce poids-là, je me sens beaucoup mieux mentalement. Ça aide sur la confiance, ça aide sur le passage à l'action, ça aide sur plein de choses où quand on est en surpoids, on n'est pas bien dans sa peau et en fait on se cache. Et même les événements, tu vois, je me mettais moins en avant parce que soit je me disais qu'est-ce qu'ils vont dire, m'habiller d'une façon à cacher un peu ça. Et maintenant que je me sens mieux dans mes vêtements, etc., en fait je sens que je vais atteindre beaucoup plus de choses. Et pour tes différentes entreprises, est-ce que tu utilises un outil de productivité? Non, je suis très mauvais pour ça. Je suis mauvais pourquoi? Je n'ai rien de tout ça. Je vais au feeling en fait. Alors quand je veux être vraiment productif, ce que je fais, moi j'aime souvent venir ici à l'hôtel parce qu'en fait il y a de la vie. Je peux me concentrer vraiment et pas, tu sais, quand t'es chez toi, t'as vite des tentations quoi. Tiens, il y a du linge là, il faudrait peut-être le faire ou là c'est pas propre. Et en fait on se trouve des excuses ou même la télé ou le lit. Donc j'aime bien un peu sortir du cadre et venir travailler dans des endroits qui me cassent un peu de ma routine et ça m'aide à être plus productif. Mais c'est vrai que pour le moment je suis toujours avec ce bon vieux bout de papier où quand j'ai des idées je les note. Sinon ouais c'est ce que je pense, tu vois, justement ça me manque d'une personne parce que je pense que je ne serai jamais comme ça. Je pense que ça peut s'apprendre, etc. Mais je préfère toujours dire on triple sur nos forces plutôt que d'essayer d'améliorer nos faiblesses. Et donc à un moment donné où ce sera vraiment important, je trouverai quelqu'un en tout cas qui lui c'est une force de savoir organiser, planifier. Et ça me fait penser en fait à une théorie que je sais plus où j'avais lu ça, mais que chaque entrepreneur a 3 profils en même temps. Tu vois le CEO. Le CEO c'est quoi? C'est le mec qui génère des idées. C'est le Steve Jobs qui dit moi je veux un téléphone qui soit comme ça, comme ça, comme... Et donc c'est le rêveur mais qui va te donner un objectif, une impulsion. Puis tu as le manager. Le manager c'est celui qui écoute les rêves du CEO et qui est payé pour les réaliser. Et donc en fait il va transformer l'idée en une liste de tâches. Ok, son iPhone pour y arriver il faut tac 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 tac. Et puis alors tu as l'employé. L'employé c'est celui qui va prendre la liste de tâches et qui va simplement l'appliquer. Et moi je me suis rendu compte que j'étais très bon pour être le premier et le troisième, mais pas le deuxième. Mais comme je ne savais pas être le deuxième, je ne peux pas être le troisième non plus, puisqu'il n'y a pas de liste de tâches. Et donc, c'est un peu le premier toujours. C'est pour ça que j'ai souvent beaucoup d'idées. Encore une fois, je ne serai pas le meilleur là-dedans, mais je me force à essayer d'avoir quand même chaque fois des petites tâches pour que ça devienne une habitude, quoi, de me dire, en fait, je ne dois plus chaque fois jouer sur ma motivation, mais je joue sur la continuité du truc, quoi. Quels sont les 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui se lance comme indépendant? De 1, s'intégrer dans son business model. Souvent, on s'oublie. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont dire je veux devenir indépendant pour être plus libre, passer plus de temps en famille, etc. Sauf qu'en fait, ils lancent un business plan où ils ne se mettent pas eux dedans et donc ils se disent pas à un moment donné, ouais, ça fait pour arriver à ce montant-là par mois, je dois mettre beaucoup d'heures. Et donc, c'est dire, par exemple, ok, quand je veux devenir indépendant, je vais travailler combien de temps? Parce qu'on pense aussi qu'indépendant, c'est ceux qui travaillent sans compter leurs heures. Alors oui, c'est parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font, mais c'est pas nécessaire. Moi aujourd'hui, je peux dire que je dors très bien la nuit. Je dors des 8 heures par nuit. Ça, c'est une autre phrase que je dis souvent. C'est pas le nombre d'heures qui compte que tu dors, c'est ce que tu fais quand tu es réveillé. Mais donc, mets-toi dedans. Moi aujourd'hui, je sais qu'enchaîner 15 clients sur une journée, je ne saurais pas. À un moment donné, le mental ne peut pas tenir ça. Et donc, je calcule dans mon business plan, c'est ok, quelles sont les activités que je suis ok de faire? Voilà, ici ce matin, on tourne un podcast. Je me suis pris ce temps pour le faire et je sais que derrière, j'aurai peut-être un client ou un autre. Ça, je sais que ça me nourrit. C'est apprendre à se connaître de 1, mais s'intégrer dans le business plan. Deuxième conseil, c'est de tester et échouer. Vraiment. C'est fais mieux que parfait. Ça, c'est mon conseil. Fais mieux que parfait, ça va être ça. Tester. Vous lancer, c'est en fait en
en y allant que vous allez améliorer le process. Cette fameuse phrase très, très classique, c'est une idée parfaite ne vaut jamais... Attends, c'est comment ? Il vaut mieux une action imparfaite plutôt qu'une parfaite inaction. Voilà. Bah, je pense que c'est ça que je voulais dire et tu l'as bien mieux dit. C'est ça, ouais. Vraiment, c'est arrêtez de vous poser des questions. Allez-y, foncez. Testez. Alors, souvent, il y en a qui ont peur de l'échec et parce que des fois, on a des histoires de mecs qui sont bien plantés. Et je pense, ça, c'est ma petite théorie personnelle, c'est que la taille de l'échec dépend de la taille de l'ego que tu as mis là-dedans. J'ai eu des mini-échecs, mais que je ne considère pas comme échecs, c'est-à-dire que je n'ai jamais perdu beaucoup d'argent parce qu'en fait, mon ego ne m'a pas fait surcroire que ce projet allait cartonner et donc je n'ai jamais pris de risque. C'est-à-dire que je sors de ma zone de confort, mais allez, par exemple, les barbecues dont tu parlais au début du podcast, ça nous a coûté à chacun 17 000 euros. J'avais aussi 17 000 euros dans le bateau. Je savais, on a fait un crowdfunding en amont, donc je savais qu'il y avait des gens qui allaient être intéressés. Si j'avais fait acheter directement 50 bateaux, bah là c'est mon ego qui aurait parlé parce que je voulais un gros truc. Là j'aurais pu me planter et là ça aurait coûté cher parce que 17 000 fois 50, ça aurait fait un petit pactole à devoir investir. Donc c'est souvent aussi ça, c'est que ne visez pas trop grand. Et c'est peut-être le syndrome de l'imposteur qui pousse à la perfection, mais ne visez pas trop grand. Ça veut pas dire qu'il faut pas se mettre des objectifs ambitieux. Mes objectifs ambitieux ne sont pas tant ambitieux que ça finalement. Parce que je sais qu'avec ce que j'ai déjà expérimenté, etc., je sais que j'ai les compétences pour y arriver. C'est-à-dire que je n'ai peut-être jamais encore atteint, mais que j'ai potentiellement les compétences pour y arriver. Donc, faut se faire confiance aussi par rapport à ça. Vous voyez le business comme un jeu. Amusez-vous. Ne rentrez pas dans les cases qu'on pense que ce que devrait être un indépendant, parce qu'il y a toujours ces clichés, ouais, je dis l'indépendance, quelqu'un qui travaille dur, qui ne pourra pas prendre de vacances. Être indépendant, c'est juste avoir choisi de gagner sa vie comme on le souhaite. Ça, c'est à vous après de réfléchir, comment ? Et je pense qu'il y en a, tu sais, qui vont gagner leur vie sur une semaine. Si même vous arrivez à faire ça dans votre business model, c'est-à-dire je veux travailler qu'une semaine pour tout le reste de mon année, être libre. Je ne dis pas que ce sera facile, mais c'est jouable. Vous pouvez faire ça. C'est juste qu'il faut y croire et sortir un peu des... Ok, on se lance comme consultant et donc on va commencer à facturer. Alors on nous a dit oui, 50 euros de l'heure quand on se lance, c'est bien. Faites un calcul, tu veux gagner 5 000 par mois, 50 euros de l'heure, il t'en faut des clients. Hein. Et même si on fait le calcul, si mon calcul est bon, ça fait 100 clients. Ça veut dire 100 fois 1 heure, ça fait 100 heures de travail. C'est-à-dire qu'il faut trouver 100 clients. Sortez des cases, créez votre propre case. Il n'y a pas de règle à l'indépendance. Finalement, il y a beaucoup de gens qui suivent ce qui a été créé, mais les gens qui ont créé la première fois, ils ne savaient pas. Alors, effectivement, il faut gagner sa vie, hein, ça reste quand même le nerf de la guerre. Mais en enlevant cette pression de « il faut gagner sa vie », moi, je vois des gens qui gagnent des 10, 15 000 par mois, qui se pourrissent la vie, on va dire, mais qui, avec... on n'a jamais assez, en fait. Donc, ouais, ce sera mes 3 conseils. Amusez-vous, kiffez. Tout est effrayant jusqu'à ce que ça ne le soit plus, quoi. Quels sont tes conseils pour harmoniser ta vie privée et ta vie professionnelle ? Ouais, moi j'en ai un très simple, c'est arrêter de croire qu'il y a une vie privée et une vie professionnelle. Je n'ai jamais compris ce principe. Pour moi, on a une vie. C'est comme ceux, tu sais, qui parlent de réseau pro. Je développe mon réseau professionnel. Non, en fait, le réseau, c'est des humains. Donc, des fois, c'est même via quelqu'un de ta famille, ton cousin. Virez ce côté vie pro, vie privée. Encore une fois, c'est votre business plan personnel, intégrez-le dedans. Parce qu'en fait, quand on sépare vie privée, vie pro, ça crée en fait un manque d'authenticité. Parce qu'en fait, les gens avec qui t'es proche au boulot, c'est pas tes amis, parce que c'est le boulot. Donc non, moi, le conseil, c'est arrêter de croire qu'il y a une vie pro, une vie privée. Ça veut pas dire que vous devez tout dire. C'est pas ça que je dis, mais dans mes comportements, moi, j'ai remplacé le mot networking par se faire des amis. C'est pas parce que je suis à un endroit avec des gens qui sont professionnels que je vais pas pouvoir partager certaines choses authentiques de moi. Ça veut pas dire que je vais raconter toute ma vie. Ça veut pas dire que je vais raconter comment ça se passe, si j'ai une copine, Tu peux le partager parce qu'en fait, je pense qu'il y a des tabous et des malaises là où les gens sont prêts à les mettre. Et tu vois, et c'est ça quand on dit vie privée, vie pro, c'est que des fois on n'ose pas. Alors je protège ma vie privée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non. Par contre, tu n'as peut-être pas réussi à mettre des bonnes barrières. C'est ce qui fait que, oui, il y a des fois où je rentre chez moi le soir et qu'on m'appelle à 22h, je décroche juste pas. Et donc, c'est OK. Je vis ma vie privée, mais vous avez une vie, quoi. Essayez de voir ça comme un ensemble et pas comme 2 choses séparées parce qu'en fait, c'est-à-dire que vous les mettez en contradiction. Non, en fait, c'est votre vie de manière générale, quoi. Je pense justement qu'un des dénominateurs communs entre tous les entrepreneurs que j'ai eu l'occasion de questionner ces derniers temps, c'est vraiment le fait qu'il n'y a pas de différence entre la vie privée et la vie professionnelle. Et même au niveau du salariat, ce sont des barrières, comme tu disais, qu'on se met vraiment. Je crois qu'il n'y a pas une seule manière de faire. C'est ça, le secret, c'est qu'il n'y en a pas, tout simplement. C'est qu'il y a autant de façons d'être OK avec sa vie qu'il y a de personnes. Et ce qui m'a aidé, donc je dis, moi j'étais fort arrogant au début. Hein. Et ce qui m'a aidé, c'est finalement ce que j'aime faire aujourd'hui, c'est de développer l'art de la conversation. C'est qu'en fait, j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans le jugement. Et d'ailleurs, il y a une série qui est incroyable que je peux recommander, Ted Lasso. Je sais pas si tu as vu cette série, Ted Lasso, non, ça te dit rien. C'est incroyable cette série. De base, vous allez voir le pitch, je vais dire, c'est sur du foot, c'est quoi, c'est pas intéressant. Mais non, c'est l'histoire d'un coach, mais c'est une série qui est tellement feel good. C'est-à-dire qu'en fait, ça sort tous les clichés de base des séries et souvent on voit les réactions des gens qui sont par rapport à l'ego. Et en fait, justement là, ils enlèvent l'ego et ce ne sont que des réactions qui sont incroyables. Ça parle d'homosexualité dans le monde du foot où on pense qu'il y a de l'homophobie pour au final te rendre compte que les gens sont juste vexés qu'on lui ait pas dit plus tôt. C'est une série vraiment feel good qui est trop bien. Et il reprend cette phrase de Walter White, et je pense que c'est Walter White qui dit ça, c'est
soyez curieux, pas jugeant. Et en fait, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de nos comportements, et ça, je dis, j'étais le premier, et c'est en m'ouvrant dans la conversation, c'est que je jugeais avant de savoir. Par exemple, j'allais parler j'ai une amie avec qui j'adore parler, qui est très spirituelle, vraiment. Et au début, je sais que ma réaction aurait été de dire, allez, je t'arba. Et en fait, mon cerveau pense ça d'abord, et puis il se dit, ok, non, sois curieux. Pourquoi est-ce qu'elle pense ce qu'elle pense, etc. Et va plus loin. Et en fait, ça amène des discussions qui fait que je ne peux ne pas accepter le comportement, sa vision, son opinion, mais je peux comprendre pourquoi elle pense ce qu'elle pense. Et ça, je crois que c'est une autre compétence, pas que pour les entrepreneurs, c'est pour tout le monde. Ayez des vraies conversations. Et c'est quoi une vraie conversation? C'est oser poser des vraies questions. C'est les questions traditionnelles, chiantes que « Salut, ça va ?» Bah oui, et toi? Parce qu'en fait, la question est tellement automatique, mais comment tu vas vraiment aujourd'hui? Tu sais, sur une échelle de 1 à 10, t'es à combien aujourd'hui? Donc, ça va permettre aussi à l'autre de casser son schéma mental de répondre. Donc, 1, c'est savoir poser des questions. 2, c'est savoir écouter vraiment. Parce que bien souvent, on écoute pour répondre. C'est comme si une interview. Donc, en fait, c'est question, 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 question. Alors qu'en fait, écoute. Et une vraie conversation, elle va toujours prendre parce qu'en fait, on rebondit toujours sur ce qui a été dit. C'est-à-dire que là, depuis notre discussion, il y a des fois, mon cerveau, il est comme ça, où j'étais déjà en train de t'écouter pour te répondre. Alors qu'en fait, il faut juste attendre la fin de ta phrase et je vais rebondir là-dessus, puis tu vas rebondir sur ma phrase. C'est comme de l'impro. Moi, j'adore l'impro. C'est une école de vie aussi. Mais en fait, tu peux créer constamment quelque chose parce que tu rebondis. Donc, c'est-à-dire que tu es curieux. Tiens, tu viens de me dire ça à ce moment-là. Je rebondis sur cette question, même si j'avais 15 questions avant que je voulais te poser. C'est pas grave. Je suis OK également. Et puis, en face, avoir quelqu'un qui est vulnérable et qui ose aussi répondre correctement à la réponse. Mais une fois que vous avez ces 3 ingrédients-là, vous avez des conversations qui sont infinissables si vous ne mettez pas un terme. Vous avez des conversations qui vous challenge, vous avez des conversations qui vous ouvrent les yeux. Et en fait, ça va vous aider à comprendre que tout le monde est différent, mais en même temps, on est tous les mêmes. Là, je pense que vous allez aussi grandir et développer l'intelligence émotionnelle. Et là, ça, c'est un atout pour l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait écouter le marché. C'est quelqu'un qui sait écouter les gens. Et ça, je pense que c'est une des forces que je pourrais dire que j'ai eues, c'est qu'en fait, je me concentre beaucoup sur les gens. Quand j'organise mon événement de stand-up, je ne regarde pas si l'humoriste est drôle ou pas. Parce que si c'est moi qui l'analyse, c'est un jugement de ma part. Je regarde dans la salle. Il y a un comedy club à New York qui est très connu, qui s'appelle le Comedy Cellar. C'est The Place to Be. C'est-à-dire que c'est là où tu peux tomber sur des Jerry Seinfeld. Tu peux tomber sur lui, c'est-à-dire qu'il sait qu'il va aller tester son matos. Et j'avais une interview qui disait que le patron, quand il y avait des nouveaux talents qui arrivaient, il ne les regardait pas, il se mettait dos contre le mur. Et si ça tremblait fort le mur, c'est parce que les gens rigolaient pas à un moment, il dit, lui, il reviendra. Et en fait, on n'écoute plus aujourd'hui, on est tellement enfermé. Et les réseaux sociaux, malheureusement, alors que moi, je suis dans quelque chose de très positif pour les réseaux sociaux, mais ça nous donne, on doit plus parler qu'écouter. Tu écoutes compte de ce que les gens ils ont besoin. Donc tu sais créer un produit qui correspond à ça, tu sais créer une offre, mais produit, l'offre que tu crées, souvent les gens me disent personne n'achète mon offre parce que ça ne correspond pas à ce que le client veut. Le client, il veut peut-être ne pas devoir te voir tous les jours, il veut peut-être du Zoom, il veut peut-être du distanciel, il veut peut-être du présentiel. Écoute les personnes et en fait tu peux adapter. Moi je suis un fan de ça. Après chaque événement, il me faufile dans les discussions des gens. En fait, des fois, ils se rendent pas compte qu'ils font une remarque qui peut être très pertinente, mais dire ouais, c'est vrai que je commence à avoir faim, quoi. En fait, la prochaine fois, on propose un truc où il y aura, on prévient à l'avance, même simplement dire soit manger avant, soit il y aura quelque chose de prévu. Remarquez, les connections, tu étais venu à une, hein, c'est ça, on en a fait une. Remarquez 2 choses. C'est fin après. Des gens voulaient me rencontrer moi. Qui venaient aussi pour me dire c'est l'occasion de le rencontrer, de discuter. Sauf que malheureusement, quand je suis dans un événement, je dois abréger. L'idée que j'ai eue, c'est de lancer. La connexion est toujours gratuite. Je vais proposer en upsell pour ceux qui le souhaitent, et peut-être 10 places. Après, vers 21h30, quand c'est fini, donc les gens peuvent continuer, là j'ai plus besoin d'animer, à manger un bout. Tous ensemble au resto là-bas, il y a comme un mastermind. C'est-à-dire que là, je serai 1 heure avec vous à table et vous pouvez me poser les questions que vous voulez, etc. On dit gang, c'est-à-dire que mon commençait à devoir tout le monde parce que c'est énergivore. Puis ok, on a un contexte où ils ont payé aussi. Donc c'est-à-dire beaucoup de gens, ils me disent il faut qu'on se rencontre. Pourquoi? Je sais pas, je crois que ça serait cool. Quand quelqu'un me dit Lucas, j'aimerais bien qu'on se rencontre, et ça, je le dis là comme ça, il y en a qui le sauront, parce que des fois, on va dire mais pourquoi? Et puis il y a peut-être des synergies. On soit plus clair, c'est-à-dire soit tu sais concrètement ce que tu veux, tu me le dis en audio, effectivement ça me parle, mais on peut se rencontrer, parce que combien de fois je me suis retrouvé à des rendez-vous, on me dit tu fais pas ce que je pensais en fait. Et donc on se retrouve là, bloquer du temps, traverser les bouchons pour ne rien faire. Soit tu as concret, tu me le dis en audio, et si c'est vraiment concret que je sens qu'il y a quelque chose là, alors on peut se rencontrer. C'est pas spécialement pourquoi tu penses que c'est juste, soit tu viens à mes events en B puisqu'ils sont gratuits la plupart, mais tu viens à mon event, c'est là où tu es sûr de me croiser un minimum. Alors l'idée que j'ai eue, c'est d'organiser des moments où comme on est tous les deux, j'irai à 4-5 personnes qui voulaient me voir, on se voit à ce moment-là. Moi je hack mon temps, c'est-à-dire que je hack pas les relations, voir 4 fois 1 heure une personne, je vois 1 heure 4 personnes. Et ça permet comme ça de créer des liens, quoi. C'est super intéressant ce que tu dis, et je rebondis sur le jugement parce que moi je suis convaincue qu'au-delà de l'ego, il y a une question d'insécurité dont on n'a même pas conscience en fait. Actuellement, je suis en train de me faire certifier en théorie polyvagale avec Ludovic Leroux, qui suit les enseignements de Deborah Dana sur base des études de Stephen Porges. Et en gros, notre système nerveux autonome gère inconsciemment notre engagement social. Donc en apprenant à réguler notre système nerveux, nous avons la possibilité d'accéder à une ouverture à l'autre beaucoup plus importante et donc créer du lien.
C'est pour ça que c'est super intéressant ce que tu étudies. Et moi, je n'ai jamais été trop étude, mais j'aimerais bien faire des formations de neurosciences. C'est aussi que tu me disais l'autre fois, comment est-ce qu'on apprend à aller battre de l'imposteur, etc. C'est en apprenant à se connaître soi-même aussi. Et d'ailleurs, ça fait partie des 4 ingrédients pour être épanoui, c'est apprendre à se connaître, reconnecter aux autres, connecter à la nature et avoir une quête de sens. Il y a un 5e, mais je l'ai oublié. En gros, dans se connaître soi-même, aujourd'hui, je suis dans une phase de remise en question. Constamment, j'apprends, redécouvrir. Et ça, je pense qu'une fois qu'on se connaît, on est à l'aise avec qui on est parce qu'en fait, on sait nos comportements, qu'on est à l'aise avec ça, on est plus centré sur soi-même parce qu'en fait, on a caché. Tu vois, par exemple, quand j'étais en surpoids, c'est parce que je sais qu'au fond, c'était pas moi. C'était une réponse à un mal-être, un malaise personnel. Maintenant, j'ai refait attention à moi. Je ne suis pas le fit que j'étais, mais le fait de me sentir mieux fait qu'en fait, je n'ai plus dans ma tête en train de me dire mais qu'est-ce qu'il pense de moi, etc. Parce que je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et je suis plus à l'aise avec ça. Et donc, je pense que les gens qui sont trop centrés sur eux, j'aime toujours dire, c'est pour moi, je pense qu'il n'y a pas de connards, il n'y a pas de gens méchants, il y a juste des gens qui réagissent à des choses qui leur sont arrivées. Et une fois que tu pars de ce principe-là aussi, le monde est meilleur parce qu'en fait, tu te dis mais je ne réagis pas à cette personne en pensant c'est un connard, je réagis comme ça, c'est j'essaye de comprendre. Et c'est un exercice, beaucoup me disent oui, mais moi j'aimerais être dans l'authenticité, parler avec des gens, mais il y a des gens qui sont fermés, qui se mentent eux-mêmes. Vous avez un double exercice à faire, poser encore plus de questions, mais qui vont casser leur barrière mentale. Parce que souvent, ces gens, ils se mentent à eux-mêmes. Alors, des fois, c'est très compliqué. Je crois que son cerveau a peut-être tellement protégé de quelque chose que c'est devenu sa réalité. Et venir dire à quelqu'un, tu te mens à toi-même, il va dire, t'es qui pour me dire ça? Donc, quand tu donnes un conseil à quelqu'un, il va jamais l'appliquer. Mais en posant des questions, ça va peut-être aider à son cerveau à ce que ça switch. Et donc, c'est là où la magie se crée. Je me rappellerai toujours, on était dans un resto et le serveur, c'est le serveur grande gueule, tu vois, c'est le mec qui arrive, un peu tchatcheur, beau gosse, tout ça. Et on était à une table avec des filles. Et je sais plus qui de nous pose à un moment donné une vraie question. Parce qu'il parlait un peu de tout ce qu'il a. Il dit, oh, vous savez, moi j'aime bien le matérialisme et tout ça. Des gens s'arrêtent là. Et là, la question c'est, mais pourquoi est-ce que tu aimes le matériel? Et là, j'ai vraiment vu dans son regard, il y a eu un switch de je suis le mec qui essaye de montrer qu'il est à l'aise. En fait, parce que enfant, on n'a jamais eu la chance d'avoir des choses. Mes parents avaient du mal à gagner de l'argent. Et là, c'est là où tu te connectes à cette personne. Où tu dis, au lieu de te dire, connard, fous-nous la paix, laisse-nous manger, je peux ne pas accepter son comportement et je le comprends. Et une fois qu'on a ce stade-là, je peux te dire que la vie, elle est incroyable parce que c'est-à-dire que toute personne que tu rencontres, un inconnu dans la rue, tout le monde a une histoire à raconter, tout le monde a quelque chose à t'apprendre. Et une fois que tu es conscient de ça, waouh, c'est comme si en fait le monde était une bibliothèque constante et tu n'as même pas besoin de devoir te poser et lire, elle est là, elle est autour de toi. Et moi, je pense que c'est ce qui peut changer la vie de quelqu'un. Et je pense que le pouvoir que les gens peuvent avoir, c'est apprendre à poser des bonnes questions et des vraies questions. Alors, qu'est-ce qu'une bonne question? Pour moi, c'est une question qui aide à réfléchir. Simplement. Un des dénominateurs communs que j'ai décelé dans les épisodes que j'ai eu l'occasion de réaliser, c'est le fait de savoir saisir les opportunités. Et je lisais dernièrement que tu as fait une publication à ce sujet où tu indiquais, peu importe notre profil, notre carrière ou notre réseau, il est toujours possible de créer de nouvelles opportunités. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Peu importe le réseau, les opportunités, elles sont là autour de nous. Donc déjà, c'est d'être conscient de ça. Les opportunités, c'est aussi des choses qu'on peut ne pas prendre. On n'est pas obligé de saisir tout ça. Mais en tout cas, quand tu rencontres des gens, chaque personne que tu rencontres est une opportunité de quelque chose. D'une relation amoureuse, d'une relation amicale, d'une relation professionnelle. T'en sais rien, en fait. T'en sais rien et c'est des fois, c'est en fonction de l'état dans lequel tu es, dans l'objectif dans lequel tu es, que tu vas saisir une opportunité ou pas. Ce qu'il faut juste, c'est ne pas être opportuniste, dans le sens négatif du terme. C'est-à-dire que opportuniste, c'est quelqu'un qui ne vient que pour l'opportunité. La magie, elle se passe quand tu ne t'y attends pas. Je suis tombé dans le milieu du stand-up parce qu'un jour, j'ai reparlé à un gars qui était à l'école avec moi en secondaire, donc 10 ans plus tôt, qui est parti au Canada. Et comme moi, j'allais partir, je l'ai contacté en disant, trop bien, t'y es, c'est mon projet et tout. Et je dis, qu'est-ce que tu fais là-bas finalement? Et c'est là où il m'explique qu'à la base, il était parti pour faire un doctorat en économie et qu'il est tombé amoureux du stand-up et qu'il veut vivre de ça. Ok, c'était en décembre 2019. 3 mois plus tard, le Covid. Cette personne revient en Belgique. Et avant de partir, il voit là-bas un concept qui s'appelait pique-nique et humour. C'est-à-dire que comme tous les clubs étaient fermés, tous les théâtres, les bars et tout, les stand-uppers n'avaient plus d'endroit où aller. Donc en gros, il y en a qui a un jour un concept de se dire, je viens avec un micro, un baffle, on va dans un parc, les gens peuvent s'asseoir en respectant les distanciations parce qu'on pouvait sortir. Et en fait, chacun pique-nique, prend son pique-nique et nous on fait les blagues. Eux, ça leur permet en fait de s'exprimer. Et puis on met un petit chapeau à la fin et ceux qui veulent laisser quelque chose laissent. Il revient en Belgique et il lance Stand-up in le parc. Donc en gros, lui reprend l'idée et il fait ça à Bruxelles au bois de la Cambre. Idée que je trouve incroyable. Et moi en fait, depuis des mois, j'aime bien l'humour, j'aime bien ça et je me dis, je vais le contacter. Je lui envoie un simple message suite à notre discussion et je dis, pourquoi tu vas pas faire ça ici? Et il me dit, si tu l'organises, c'est ok. Et je dis, alors la seule condition, c'est que je l'anime alors. C'est mon petit challenge. Il me dit ok. Et c'est comme ça que finalement, j'ai lancé Stand-up in le parc ici à Liège. On a fait 4 dates dans le parc de la Borie, carton. C'est-à-dire qu'il y a eu 100 personnes à chaque fois qui venaient. Ça a bien marché. Ce qui a créé donc ça, c'était l'opportunité pour faire ça. Ce qui a créé une nouvelle opportunité, c'est que des gens après sont venus me prendre en disant, tiens, il n'y a pas ça à Liège. Ça manque. Que j'écoute encore une fois, j'entends ça. J'entends plusieurs qui me disent, ça manque. Qui crée une autre opportunité. C'est, tiens, je connais quelqu'un qui gère des hôtels, qui a des endroits, peut-être qu'il y a peut-être un truc à faire, etc., etc. Et donc, les opportunités, en fait, elles sont autour de nous. Faut pas avoir peur de savoir en refuser, parce qu'il y a aussi ceux qui disent, j'ai raté celle-là, c'est l'opportunité de ma vie. Les opportunités, c'est constant. Elles sont partout. Des fois, c'est du culot. Des fois, c'est des rencontres au hasard. On va parler à quelqu'un. Je me rappelle d'une fois,
J'étais avec un de mes associés, on était au restaurant en train de discuter, la table à côté, il dit excusez-moi, je me permets, je vous écoutais et on a commencé à parler, ça crée une opportunité. Tu vois, donc les opportunités, elles sont tout autour de nous. C'est juste qu'en fonction, elles sont pas toutes bonnes à prendre parce qu'il y en a des fois qui vont être plus énergivores que d'autres, etc. Donc il faut encore une fois se connaître à ce moment-là, mais elles sont là. Donc peu importe notre réseau, il y en a tout le temps. Même à l'école, tu pourrais simplement avoir une bonne relation avec un professeur qui dit moi j'ai un projet mais je veux pas le faire. Enfin, il y a des opportunités partout. Eh bien voilà, merci beaucoup Lucas, nous sommes à la fin de cet épisode. Je pense que tout au long de notre échange, il y a pas mal de dénominateurs communs avec les autres entrepreneurs qui sont ressortis. Afin de clôturer cette saison, je vais te proposer de rebondir sur quelques mots que je vais te donner. Ce sont des mots qui sont ressortis dans les autres épisodes. L'audace. Pour moi, c'est une qualité de personne qui veut aller vers un mieux. En tout cas, c'est avoir l'audace de poursuivre ses rêves et l'audace de passer à l'action pour y arriver. Savoir s'entourer. Indispensable si on aime l'humain. Si on l'aime pas, c'est plus compliqué, mais en tout cas, c'est sûr que seul on va vite, ensemble on va plus loin, et qu'il faut avoir l'humilité de se dire que personne n'a jamais réussi tout seul. Se connaître. Super important aussi, parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir prendre des décisions qui seront alignées avec nous et ce qui feront rayonner quand même l'inverse, quoi. L'amour des gens. Faire comprendre qu'on est tous les mêmes, on est l'humain avec un grand H, et donc finalement, je pense que la gentillesse et l'amour, c'est un peu les choses qu'on peut partager, qui coûtent rien, que c'est gratuit, mais qui peuvent nous renvoyer en retour un truc incroyable. Un tout grand merci Lucas. N'hésitez pas à consulter les liens dans le descriptif de l'épisode pour retrouver ces différentes activités et projets. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager et si vous souhaitez être informé des futures saisons, vous pouvez vous abonner par mail sur la plateforme de Vodio que je publie un peu partout sur mes réseaux sociaux. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec tous ces entrepreneurs. Alors, est-ce que vous pensez que je vais atteindre mes objectifs ? Je vous retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous et quoi que vous fassiez, faites-le bien. Nous vous prions de bien vouloir rester assis et attachés jusqu'à l'extraction du signal correspondant et l'arrêt complet de l'appareil. Nous vous prenons à présent congé de vous, espérons que ce vol vous a plu. Au nom de votre équipage, merci beaucoup et au revoir.